Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Merci d'être venus aussi nombreuses et nombreuses pour cette table ronde où on raconte l'écologie autrement. Nous avons nos trois intervenants au complet sur le fil, c'est parfait. Je suis Caroline Micheletti-Lacan, je travaille sur l'organisation de ce bel événement. J'espère que vous passez une bonne journée. Et aujourd'hui, nous allons discuter de comment on raconte l'écologie autrement. L'idée pour nous, c'est dans un premier temps de refaire un petit point sur l'historique, de comprendre un peu comment a évolué le traitement médiatique du sujet de la transition écologique et énergétique. On va essayer de regarder avec nos intervenants, merci pour votre présence d'ailleurs, de comprendre comment ces pratiques ont évolué, quelles sont les bonnes pratiques d'ailleurs qui ont été mises en place, d'essayer de voir un peu comment ça peut vous inspirer, vous aussi, entrepreneurs, dans les narratifs que vous construisez pour embarquer justement sur le sujet de la transition. Ce qu'on veut, c'est que vous soyez également plein de ressources pour pouvoir structurer des nouveaux récits et essayer d'embarquer toujours plus de dirigeants dans ce mouvement. Avec nous aujourd'hui, nous avons Nabil Wakim. Donc vous allez voir, on a une variété de médias puisque Nabil vient de la rédaction du Monde et a initié le podcast Chaleur humaine. Nous avons dans les nouveaux médias Lorraine Boudard qui travaille pour le magazine Climax qu'on vous présentera. Et nous avons Mamadou Dembélé qui est fondateur de The Impact Story sur les réseaux sociaux, donc créateur de contenu plutôt visuel. Et je vais vous laisser vous présenter en 1 minute pour qu'on comprenne exactement qui parle et puis on continuera les échanges par la suite. Je vous laisse vous emparer de micro. Allez, Lorraine. Tu m'as déjà présenté, donc je n'ai pas grand-chose de plus à dire. Mais oui, effectivement, moi, je suis la cofondatrice d'un média qui s'appelle Climax. Ça ressemble à ça. Et c'est un magazine qui s'est créé pour raconter l'écologie autrement. Je pense que je parlerai un peu plus longuement de la ligne éditoriale tout à l'heure. Mais le but, c'est de se dire, trop souvent, on a tendance à raconter l'écologie et à nous laisser un peu en bas, désemparés. Et nous, on a envie d'effectuer une sorte de remontada et de montrer que, un horizon différent est possible et deux, qu'on peut se mettre en mouvement pour y aller. Et donc, c'est un peu notre ligne éditoriale et ce pourquoi on a créé ce média. Pardon. Merci. Mamad, tu veux nous dire 2 mots? Bonjour à tous. Du coup, moi, je suis le fondateur d'un média digital qui s'appelle The Impact Story. L'idée, c'est de parler d'actualité et d'écologie de manière positive, en mettant en avant des solutions, des héros du quotidien ou des entrepreneurs. Et l'idée, surtout, voilà, c'est de partir à contre-courant de tout ce qu'on voit sur l'écologie, qui est en général abordé de manière négative dans les médias. Voilà. Merci, Nabil. Je m'appelle Nabil Wakim, je suis journaliste au Monde depuis presque 20 ans et depuis 3 ans j'anime un podcast et une newsletter qui s'appelle Chaleur humaine où on essaye de découper le sujet de la transition en plein de morceaux, un peu comme un gâteau dont on ferait des parts, pour essayer à chaque fois d'essayer de voir quelles sont les pistes possibles pour essayer de à la fois réduire nos émissions de gaz à effet de serre, faire ça d'une manière juste et aussi faire face à l'effondrement de la biodiversité. Voilà. Merci beaucoup. Et Nabil, justement, j'aimerais capitaliser sur ces 20 ans d'ancienneté au sein du Monde pour avoir justement ton retour sur le traitement médiatique et l'évolution. Qu'est-ce que tu as constaté quand tu es rentré à la rédaction du Monde? Et si tu peux étendre un petit peu ça aussi aux autres médias, qu'est-ce que tu peux nous dire sur la façon dont le sujet était traité il y a 20 ans et puis un peu plus dernièrement? Alors en fait, quand on regarde un peu même sur les 30 dernières années, c'est-à-dire depuis vraiment l'émergence des rapports du GIEC, on voit que la question climatique, elle a été pas mal traitée dans un certain nombre de médias dans les années 90, avec une approche assez scientifique, donc où dans la plupart des médias, y compris dans le Monde, il y avait plutôt des bons comptes rendus qui étaient faits, mais qui étaient relégués en toute fin de journal et sans lien avec le reste de l'activité économique, comme si c'était 2 choses complètement différentes, de dire « Ah, les énergies fossiles nous conduisent à notre perte » et en même temps « Oh là là, zut, les prix du pétrole sont trop élevés ». Et donc ça a progressivement évolué de manière assez positive dans les années 90-2000 jusqu'à l'émergence du climato-scepticisme, dans les années, particulièrement en France, dans les années 2008-2010, notamment autour de la publication du livre de Claude Allègre, où là, il y a eu une vraie bataille rangée au sein des médias, y compris au sein du Monde, avec la publication de propos et de tribunes climato-sceptiques dans un certain nombre de médias. Tout ça nous a fait perdre beaucoup de temps pour la compréhension de ce sujet auprès du grand public, et y compris à l'intérieur des rédactions, à diviser un certain nombre de gens en laissant penser qu'en fait le climat était un sujet de débat, qu'on pouvait être pour ou contre le changement climatique, qu'il fallait laisser la parole à tout le monde. Donc on a perdu beaucoup de temps avec ça. Si on appuie un tout petit peu sur l'accélérateur, à partir de la signature de l'accord de Paris, on voit que les choses changent. Donc sur les 10 dernières années, il y a une période de montée en puissance entre 2015 et peut-être 2019-2020. Et au moment du Covid, avec toutes les préoccupations qu'on a pu toutes et tous avoir, là on voit qu'au sein des médias, il y a une accélération qui se fait, une prise de conscience qui est plus grande, des programmes de formation qui sont mis en place dans un certain nombre de médias. Et donc ça émerge vraiment autour des années 2020, donc finalement assez récemment.
On va en parler. Là, on voit bien que depuis 2 ans, on est dans une phase de reflux, y compris au sein de ces mêmes médias qui ont, pour un certain nombre d'entre eux, fait des efforts importants pour mieux raconter la crise climatique. Et où là, aussi, au vu de ce qui se passe dans l'actualité en général, du durcissement autour des questions de transition, il est plus difficile d'imposer ces thématiques-là à l'intérieur même d'un certain nombre de rédactions. Merci beaucoup. Est-ce que je peux avoir votre avis également, Mamad, Lorraine? Est-ce que vous avez fait le même constat que Nabil? Est-ce que sur la façon dont le sujet a été traité ces dernières années, vous avez vu des évolutions? Nous, avec Climax, on a coécrit la charte pour un journalisme à la hauteur de l'urgence écologique avec d'autres médias comme Reporter, Vert, Mediapart, etc. C'était en 2022, donc effectivement, à ce moment où il y a une vraie prise de conscience au sein des réactions qu'il faut traiter ce sujet de manière un peu plus rigoureuse aussi et pouvoir et savoir répondre quand il y a quelqu'un qui nous raconte n'importe quoi en face, avoir la rapidité de réaction pour le contredire. Donc ça, c'est vrai qu'en 2022, on a senti aussi qu'au sein de pas mal de rédactions, il y a d'autres journalistes qui ont créé leur propre charte et donc qu'il y a eu une vraie volonté de se saisir de ces enjeux-là. Mais après, en contrepartie, on se rend bien compte qu'aujourd'hui, dans un certain nombre de médias, il y a encore des discours climato-sceptiques qui sont bel et bien présents. Quand je vois que Marion Maréchal-Le Pen est interviewée il y a quelques mois sur LCI et qu'on lui demande vous pensez comme Trump que le réchauffement climatique est une arnaque verte, comme s'il s'agissait d'une opinion sur lequel on peut avoir un point de vue et non pas d'une véracité scientifique, quoi. Et ça, je pense que c'est vraiment un discours sur lequel il faut se battre vigoureusement aujourd'hui. Et c'est ce qu'on essaye de faire un peu tous ici présents pour rappeler les ordres de grandeur, rappeler les faits. Et c'est vrai que c'est un travail de longue haleine. C'est vrai. Et Mamad, effectivement, on le constatait, on s'était fait la remarque en discutant avant. Vous vous êtes tous lancés en 2022, parce que toi, tu as lancé ton compte en 2022. Climax s'est lancé fin 2021, le premier magazine 2022. Et Chaleur Humaine, le podcast, s'est lancé en 2022. Donc, est-ce qu'il y a eu un switch? Toi, quel a été ton déclic à partir de ce moment-là et dans ton parcours? Alors moi, le déclic, c'est pas vraiment fait, enfin déclic, en tout cas, il s'est pas fait en 2022, ça s'est fait de manière progressive. Mais en fait, il y a eu 2 éléments marquants qui ont fait que je me suis renseigné sur les enjeux climatiques. Parce qu'au tout début, moi, quand on parlait de climat, ça ne me disait pas grand-chose, pour être honnête. Ça me faisait penser aux pandas, aux ours ou aux abeilles. Et donc, c'était assez éloigné de mon quotidien. Mais moi, je faisais un stage dans une grande banque française à La Défense. Et donc en arrivant devant les tours, au bout du 3e mois, j'assiste à l'une des plus grandes manifestations de Greenpeace qui souhaitait dénoncer le rôle des banques dans les énergies fossiles. Et donc moi, je suis amené à échanger avec une de ces militantes. Et en échangeant, je me rends compte que le climat et le réchauffement climatique, ça va en premier lieu impacter les personnes les plus précaires. Et moi, c'est par ce prisme-là que je suis rentré dans l'écologie, parce que je viens d'un milieu populaire. Et donc, ce discours-là résonnait plus fortement en moi. Donc, c'est comme ça que je suis rentré, que j'ai commencé à m'intéresser au sujet climatique. Et ensuite, je me suis demandé comment mes compétences pouvaient être mises au service de l'environnement. Et je faisais des études de finance. Et donc, j'ai intégré un fonds d'investissement à impact. C'est un peu, pour ceux qui ne savent pas, en général, je dis c'est comme Qui veut être mon associé, l'émission, mais dans la vraie vie. C'est-à-dire qu'on rencontre des entrepreneurs qui ont un projet environnemental et social. Et le but, c'est de les financer, de les aider à se développer. Et donc, toute la journée, je rencontrais des solutions. Et quand je regardais les médias et les réseaux sociaux, je voyais on parlait peu d'environnement. Et je me souviens, pendant la campagne présidentielle, il y avait un baromètre qui était effectué. On disait que c'était moins de 5% qui était consacré à l'écologie. Et 2, quand on parlait d'environnement, à chaque fois, c'était toujours sous le même prisme, sous un prisme alarmiste, catastrophiste et anxiogène. Et moi, je me disais, mais c'est fou, il y a toutes ces solutions qui existent. Moi, je les vois toute la journée. Il y en a plein qui fonctionnent et on n'en parle jamais. Et donc, c'est comme ça que j'ai décidé d'en parler. Merci beaucoup. Et effectivement, hyper intéressant pour nous de comprendre quels sont les partis pris sur lesquels que vous avez décidé d'adopter pour lancer vos médias. Moi, j'aimerais comprendre, par exemple, toi, Chaleur Humaine, pourquoi avoir lancé ce podcast? Et du coup, la ligne éditoriale que tu as choisie, elle s'est basée sur quoi? En fait, il y avait plusieurs raisons. La première, c'était que je revenais de congé parental et j'avais plus vraiment de travail dans la rédaction du Monde, donc il fallait bien que je propose un truc et j'aimais bien les podcasts. Donc on m'a dit oui. Mais la vraie raison, c'était que dans une rédaction comme celle du Monde, comme dans la plupart des rédactions où on est nombreux, les gens ils sont organisés par rubrique. Chacun traite d'un morceau de l'activité économique, de la société, de la manière dont fonctionne la politique.
Et ben, en fait, ce morcellement-là, c'est un peu comme dans un gouvernement, il permet mal de comprendre la dimension systémique de la crise climatique. C'est-à-dire que moi, j'ai traité des questions d'énergie, j'ai été journaliste politique. En fait, dans chacune de mes activités, j'aurais pu parler de climat, sauf qu'en fait, je ne le faisais pas parce que je considérais que c'était le boulot des journalistes climat. Et donc, l'idée de Chaleur Humaine, c'était de dire, en fait, on aborde cette question-là de manière transversale. On va parler de transport, on va parler de logement, on va parler de démocratie, on va parler de la manière dont on se nourrit, on va parler en fait de tout ce dont on traite au monde, de ce dont on traite dans les médias, mais on va l'aborder par d'abord le prisme de la crise écologique. Donc ça, c'était vraiment le premier point. Et le deuxième, et ça fait écho à ce que tu disais, c'était de dire, nous, c'est sûr que quand on est journaliste, on parle plutôt des trains qui n'arrivent pas à l'heure. On parle des trucs qui ne marchent pas. Par construction, c'est ce qu'on fait. Si on faisait un journal juste pour dire, voilà, tous les trains sont arrivés à l'heure, d'ailleurs, mon train n'est pas arrivé à l'heure, mais ça ne serait pas très intéressant. Mais du coup, comment on fait pour parler de ce vers quoi on peut se projeter, qui ne soit pas que quelque chose de négatif dans le contexte dans lequel on est, ça, c'est un défi. Et donc, la tentative de Chaleur Humaine, c'est de dire, sur chacun de ces sujets dont on va parler, on essaye de dessiner et de comprendre quelles sont les pistes possibles qui peuvent être mises en place, étant entendu que la plupart de ces pistes, elles sont compliquées, elles coûtent cher, elles sont longues à mettre en place, elles suscitent des réticences, et donc c'est pas facile. Et donc c'est une sorte de tentative d'aller vers des solutions, tout en admettant que ces solutions, évidemment, c'est pas un chemin qui est semé uniquement de roses et de jasmin, mais qu'il est aussi plein d'épines. Et donc on essaye d'expliquer ça de la manière la plus transparente et la plus claire possible. Merci. Et c'est vrai que cette tournure axée solution, c'est aussi quelque chose qui rejoint ta ligne éditoriale, Mamad. Et toi, est-ce que tu peux nous dire, je sais qu'on discutait de se dire comment on parle d'écologie sans dire le mot écologie, par exemple. Dans ta ligne éditoriale, c'est quoi les partis pris que tu as définis pour construire tes sujets ? Effectivement, j'essaye de pas utiliser le mot écologie, parce que je trouve que c'est un mot qui est très vite connoté, qui peut même faire un peu peur. Et donc moi, le prisme que j'ai choisi, c'est celui d'humaniser les solutions que je mets en avant. Et donc au lieu de parler de solutions, de révolutions technologiques ou autres, je vais montrer l'histoire qu'il y a derrière la solution proposée. Et parce qu'à chaque fois, ce qu'on a tendance à oublier, mais c'est que les histoires entrepreneuriales, c'est souvent des histoires humaines et que souvent c'est un déclic personnel qui est lié à une histoire qui a mené à monter tel projet. Et j'en parlais tout à l'heure, mais sur une autre table ronde, mais par exemple, je parlais d'une association avec un entrepreneur social qui s'appelle Clean the World, qui a un jour il s'est posé une question. Il s'est dit que deviennent les savons qu'on utilise dans les hôtels. Et à côté de ça, il a aussi remarqué qu'il y a plein de pays dans le monde où on meurt parce qu'on n'a pas accès à des produits de première nécessité ou à des produits d'hygiène. Et du coup, il s'est dit, j'allais dans tous ces hôtels, je vais récupérer ces savons, je vais les retraiter et je vais les redistribuer dans des zones où on en a le plus besoin. Et ça, typiquement, c'est une histoire humaine. C'est parti d'un constat qui touchait ce Sean Sepler. Et 10 ans plus tard, cette association qui s'appelle Clean the World, ils ont distribué près de 80 millions de savons dans le monde. Et ça a contribué à réduire le taux de mortalité de plus de 50% dans les zones où ça a été distribué. Et donc voilà, au lieu de dire Sean Sepler récupère des savons et il les redistribue, je vais raconter l'histoire, comment il a eu son déclic, et concrètement, à quoi mène ce projet. Voilà, donc c'est l'un des exemples qui permet d'illustrer ce propos. Merci beaucoup. Effectivement, dans la forme, dans le contenu, dans la façon dont on raconte les sujets, il y a des partis pris forts qui ont été pris par certains d'entre vous. Et même d'un point de vue graphique, nous, on l'a vu avec Jouret aussi, on essaye de rajouter du culturel, de raconter une histoire, de proposer une scénographie un peu plus pop. Ça rejoint un petit peu ce que vous faites aussi chez Climax. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur les partis pris que vous avez pris dans votre ligne éditoriale ? Oui, c'est vrai que sur les couves de magazines, on voit que quand on parle d'écologie, c'est souvent soit tout vert, soit tout rouge, soit tout bleu. Il y a cette figure de l'iceberg, de l'ours polaire, etc., qui donne pas très envie. Effectivement, c'est pas hyper sexy. Et donc, nous, on a une DA qui est assez pop, qui est assez graphique, avec des partis pris assez forts. On n'utilise pas de vert. Ça rejoint un peu le fait que tu n'utilises pas le mot écologie. Et après, ça vient aussi dans le fond. Comment on raconte vraiment différemment l'écologie. Et nous, on met en avant pas mal de choses. On essaye de parler de co-bénéfices, notamment. Ça, c'est un truc qui est vachement aussi souligné par le GIEC, c'est-à-dire de montrer qu'on a finalement tous intérêt socialement à aller vers une transition écologique. À part 2-3 vendeurs de super yachts, en réalité, on a vraiment intérêt à y aller, notamment en matière de santé. En fait, améliorer la qualité de l'air, ça veut dire tout de suite gagner des mois d'espérance de vie. Là, concrètement, on sait à quoi ça nous sert. On essaye aussi de parler de coopération. Ça, c'est un truc qui peut paraître un peu béni, oui, mais en fait, c'est hyper important aujourd'hui de recréer des liens sociaux.
Il y a un exemple moi, que je trouve hyper intéressant et hyper fort qui est donné par le Collège des Bernardins. C'est celui de la Coupe du Monde 98, où en fait on aurait dû s'attendre à une explosion de la consommation d'électricité parce que tout le monde allait regarder la télévision. Et en réalité, elle a chuté drastiquement. Pourquoi ? Parce que tout le monde regardait la même télévision, parce qu'on regardait tous ensemble le même spectacle. Et donc, je trouve que c'est une leçon qui est assez merveilleuse, qui nous montre que finalement, on peut un peu tout concilier, à la fois les liens sociaux, le vivre ensemble et l'écologie. Donc, je pense qu'il y a plein d'histoires comme ça par lesquelles on peut prendre la main et un peu montrer que oui, ça peut être cool et que ça peut être enthousiasmant l'écologie, que c'est pas forcément un truc de mangeur de graines qui va vous taper dessus si vous allez prendre l'avion, quoi. Donc, je pense qu'on partage un peu tous les trois, je crois, cette idée-là. Effectivement. Sur le sujet des co-bénéfices, c'est hyper intéressant. On avait pas mal échangé sur comment on accroche des personnes qui ne sont pas de base sensibles au sujet de l'écologie et comment on va essayer de les embarquer, peut-être avec justement le sujet de la santé, avec le sujet de la souveraineté, avec le sujet des économies financières même. Il y a plein de bénéfices à se mettre en transition. Qu'est-ce que tu as pu constater, toi ? Qu'est-ce qui fonctionne dans le podcast aujourd'hui ? C'est quoi les messages qui parlent quand on essaye de sortir du sujet écologie ? Et quels conseils on pourrait donner justement sur des nouveaux angles d'approche, notamment aux dirigeants qui nous écoutent aujourd'hui. En fait, je pense qu'effectivement, Lorraine l'a bien dit, la question de ce que peut nous apporter la transition, elle est souvent mal comprise. C'est-à-dire que, évidemment, si la transition, c'est que du sang, de la sueur et des larmes, ça n'emballe pas grand monde. Et donc, ce n'est pas juste une histoire de marketing, c'est aussi de se dire, il y a un certain nombre d'efforts à faire, mais il y a aussi des choses qu'on peut gagner. Et dans les choses qu'on peut gagner, sur le plan économique, on oublie, enfin là, moi je trouve hallucinant la discussion qu'on a en ce moment sur les finances publiques, par exemple. Je ne sais pas si on regarde une année comme 2022, nos importations d'énergie fossile, c'est 100 milliards d'euros. 100 milliards, c'est le budget de l'éducation nationale et de la défense nationale réunis, ensemble. C'est-à-dire 100 milliards d'euros qu'on donne à Vladimir Poutine, aux pétroliers américains, à l'Arabie Saoudite, à des compagnies pétrolières. Enfin, je veux dire, si on veut parler de souveraineté, d'un avenir pour la France dans lequel on a à la fois un destin climatique dans lequel on ne meurt pas tous et en même temps dans lequel en fait, on puisse se développer économiquement, on a intérêt à se libérer de notre dépendance aux énergies fossiles. C'est un exemple parmi d'autres, mais en fait, il faut quand même garder en tête que le système tel qu'il est construit aujourd'hui, en fait, il nous est très largement défavorable pour le plus grand nombre d'entre nous. Et donc ça, c'est un truc... En fait, c'est un truc qui est assez marrant. C'est-à-dire, souvent, on se prend la tête sur les trucs nouveaux. Par exemple, des gens disent « Ah, mettre des éoliennes, c'est moche, ou mettre des panneaux solaires là, on va couper des arbres, c'est pas terrible et tout. » Et c'est vrai, il faut en discuter. Mais on remet jamais en cause ce qui est là ou ce qui nous apparaît être là depuis tout le temps. Les raffineries qu'il y a sur le territoire français, les gazoducs, les oléoducs qui traversent le territoire français, toute l'infrastructure qu'on a, les autoroutes, les bretelles d'autoroutes qu'on a construites, toutes les infrastructures routières qu'on a. En fait, ça ne veut pas dire qu'il faut les démanteler du jour au lendemain. C'est pas du tout ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est, en fait, ces 60 dernières années, on a investi massivement notre argent à nous toutes et tous dans un système qui repose sur le fait de disposer de beaucoup de pétrole et de beaucoup de gaz. Ce pétrole et ce gaz, ils ne poussent pas dans les bruyères d'Ardèche. Voilà, on l'importe massivement et ça nous coûte très cher. Et donc je crois que cette question-là, cet argument-là de l'intérêt économique qu'il y a à faire la transition, oui, ça a un coût maintenant, mais ça a un bénéfice qui est très important demain, aussi bien économiquement que sur le plan de notre indépendance. Et notre indépendance, on le voit particulièrement dans un moment comme aujourd'hui où on est écrabouillé entre Donald Trump et Vladimir Poutine. En fait, on a tout intérêt à la reconquérir. Merci beaucoup. Chez Climax, vous, ces sujets-là, comment vous vous en emparez et est-ce que tu aurais des conseils à donner aujourd'hui aux dirigeants qui nous écoutent sur comment ils peuvent mieux faire passer leur message, comment on peut créer des nouveaux narratifs pour embarquer? Déjà, arrêter le greenwashing, ça c'est numéro 1. C'est vrai que nous, on reçoit souvent des communiqués de presse d'entreprises qui se revendiquent de la neutralité carbone. Alors ça s'est un peu arrêté, hein, mais je prends un exemple, Netflix qui a annoncé en 2022 d'ailleurs atteindre la neutralité carbone, mais quand on regardait dans les calculs, il n'y avait pas les émissions des data centers. Donc bon, tout de suite on se dit ok, en fait on oublie quand même un gros paquet du morceau. Donc ça, évidemment, éviter d'avoir des allégations trompeuses, je dirais que c'est la leçon numéro 1. La leçon numéro 2, moi je trouve qu'en termes de gouvernance, il y a pas mal d'innovations à jouer, notamment au sein des PME, parce que c'est des structures qui sont beaucoup plus agiles de fait, parce que c'est vrai que dans les grands groupes du CAC 40, nécessairement quand il y a les actionnaires, on voit que parfois il y a plein de grands groupes avec des équipes RSE hyper motivées, qui ont des discours parfois même super radicaux, mais qui en fait n'arrivent pas à faire bouger le mastodonte. Tout ça parce que finalement il y a des actionnaires qui vont tout bloquer.
Et c'est pour ça que je trouve qu'au sein des PME, il y a pas mal d'innovations en termes de gouvernance qui sont super intéressantes. Il y avait Nord6, je crois, ce matin ou cet après-midi, qui intervenait, qui est une entreprise de services numériques qui a mis la nature au sein de son conseil d'administration. Ça, je trouve ça hyper intéressant, par exemple, comme innovation de gouvernance. Ça, c'est des histoires qui nous plaisent et que nous, on relaye volontiers aussi au sein de Climax parce que ça nous amène un peu ailleurs, quoi. Merci beaucoup. Et effectivement, je te pose aussi la question, toi, quels sont les types de profils que tu vas rechercher quand tu veux valoriser des projets et quel message tu fais passer typiquement quand tu vas briefer des entrepreneurs, des offreurs de solutions que tu essayes de valoriser pour qu'ils racontent bien leur histoire? Je rebondis sur ce que tu dis. D'abord, la première chose, c'est d'éviter le greenwashing. Et ça, je suis souvent confronté à ce problème parce que je bosse beaucoup avec des marques pour justement mettre en avant leurs produits ou autres. Et à chaque fois, donc, je suis amené à recevoir un brief. Du coup, je lis le brief et à chaque fois, j'essaye justement de soit faire passer des messages de greenwashing. Et c'est pas évident, même quand on est de l'autre côté, de se rendre compte à quel point il y a du greenwashing. Du coup, moi, ce que je fais maintenant, c'est que j'ai une technique, c'est que je vais sur Google, je tape le nom d'entreprise plus scandale et tout de suite, j'arrive à trouver quelques informations. Mais au-delà de ça, je pense que ce qui est important, c'est ce que je disais au tout début, c'est donc d'humaniser les projets qui sont lancés. Ensuite, c'est sortir du jargon technique. Et ça, j'invite vraiment tous les entrepreneurs à le faire parce que même tout à l'heure, j'étais à la recherche de quelques solutions et en allant sur les sites internet des solutions, c'est compliqué de comprendre certains produits alors qu'ils pourraient utiliser des mots très très simples. Et vraiment, justement, tout à l'heure, j'étais avec Eline et on essayait justement de comprendre ce que faisait une start-up et on n'a pas compris, quoi. Donc vraiment, utiliser des mots simples parce que, mine de rien, c'est compliqué d'être simple, vraiment. Il faut partir du principe que notre grand-mère doit être capable de comprendre ce qu'on fait. Donc voilà, humaniser, utiliser des mots simples, éviter les termes techniques, je pense que c'est la solution. Ça a l'air très très basique dit comme ça, mais je vous invite tous à aller sur le site de n'importe quelle solution, n'importe quelle start-up. Vous allez voir que c'est pas évident de comprendre en 2 secondes ce que la start-up fait. Merci. Et effectivement, ce sujet de vulgarisation, c'est un sujet que toi, tu travailles beaucoup à travers le podcast Chaleur Humaine. Je me pose la question, au-delà de toi vulgariser les sujets pour tout le monde, tu parlais de l'organisation de la rédaction au Monde maintenant, le sujet de la formation, parce que je pense qu'il y a un gros enjeu que les gens comprennent les sujets dont on parle. Est-ce que toi, tu tentes de vulgariser le sujet pour les autres journalistes du Monde? Est-ce qu'il y a un enjeu de formation en interne dont toi, tu portes un peu ou c'est traité autrement? Mais bien sûr, il y a un enjeu de formation au sein des rédactions. Les journalistes, pour la plupart d'entre eux, moi y compris, n'ont pas de formation scientifique et technique. Donc moi, par exemple, j'étais vraiment nul en physique-chimie quand j'étais au lycée. Maintenant, je le regrette amèrement. Et du coup, j'ai dû me reformer pour pouvoir devenir journaliste sur les questions énergétiques, par exemple. Donc on a mis en place des programmes de formation au Monde, mais beaucoup de rédactions l'ont fait. Radio France, France Télévisions, Mediapart, Le Parisien, BFM. Il y a beaucoup de gens qui ont vraiment bien travaillé. Et ce qui est intéressant derrière, c'est de voir sur quoi ça débouche. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut en faire. Au Monde, par exemple, après une première vague de formation, on avait monté un projet collectif sur la question de l'adaptation au changement climatique. Il y a une centaine de journalistes de la rédaction, donc on est 550, donc 100 journalistes, c'est beaucoup, c'est un gros effort pour nous, qui s'étaient mobilisés collectivement pour essayer d'enquêter sur est-ce que la France est bien adaptée au réchauffement qui est en train d'arriver. Donc on avait fait des enquêtes sur les usines Céveso, les écoles, les forêts, les stations de ski, etc. La réponse, c'est on n'est pas terriblement prêt. Ça ne vous surprendra pas énormément. Mais donc c'était intéressant à faire sur le fond, mais c'était aussi intéressant en interne parce que c'était une manière de mouiller des journalistes qui d'habitude ne travaillent pas sur ces questions-là. Je prends mes collègues par exemple qui suivent les questions d'éducation. Ça les a amenés à travailler sur en fait, est-ce que les bâtiments qui accueillent notamment des jeunes enfants, est-ce qu'ils sont prêts à supporter des températures très élevées au mois de juin ou au mois de septembre ou en période d'examen scolaire par exemple? Encore une fois, la réponse c'est la plupart du temps non. Mais du coup, c'était aussi intéressant parce qu'aujourd'hui, on a des journalistes éducation qui ont dans un coin de leur tête la question climatique. Et donc, l'idée, c'est d'arriver aussi à populariser ça. Alors, évidemment, c'est difficile, ça prend du temps, mais on voit que ça progresse au niveau des médias en général. D'ailleurs, il y a un exemple qu'on cite souvent qui est celui de France Télévisions. Ils ont transformé la météo en JT météo-climat. Vous l'avez certainement vu. C'est regardé chaque jour par... je crois entre 6 et 8 millions de personnes. Et donc, on voit des scientifiques qui parlent à une heure de grande écoute et qui répondent à des questions de téléspectatrices et téléspectateurs. Ça, c'est aussi le fruit d'un travail interne qu'a fait France Télévisions. C'est plutôt des signaux qui vont dans le bon sens. Et je trouve que c'est intéressant et chouette. Merci. Et toi qui travailles dans une rédaction qui est du coup plutôt spécialisée, c'est quoi le travail que vous faites pour continuer de vous former sur le sujet du climat?
On a une veille permanente de tout. Enfin, on est vraiment tous des geeks passionnés, je pense un peu comme vous deux à côté. Donc, effectivement, on essaie de se former en permanence. Et après, c'est vrai que je trouve que dans le contexte, on va dire, actuel, c'est vrai que l'écologie n'a pas vraiment le vent dans ses voiles, mais la science non plus. Et c'est un peu paradoxal parce qu'il y a ce moment, c'est Valérie Masson-Delmotte qui le qualifie d'obscurantisme technophile, c'est-à-dire que d'un côté, en fait, on a cette espèce de foi aveugle en la technologie qui va nous sauver, avec tous les discours de l'intelligence artificielle notamment, et puis de l'autre, on a une défiance accrue dans les sciences. Et donc c'est hyper paradoxal en fait que ces deux mondes cohabitent ensemble. Et donc nous, ce qu'on essaye de faire, c'est aussi tout simplement de donner la parole aux chercheurs et aux chercheuses qui ne sont pas forcément ultra médiatisés, mais de leur donner la parole, de leur donner le temps aussi d'exprimer leurs pensées. Et c'est ce qu'on essaye de faire dans le magazine, mais aussi sur Instagram, dans la newsletter, pour essayer de contrer cette défiance-là et de leur donner la parole le plus possible. Merci. Ahmad, je voulais te demander aussi, on s'était interrogé sur les profils effectivement que vous pouvez avoir et que vous pouvez interviewer. C'est des gens effectivement qui doivent humaniser l'histoire qu'on voit derrière, mais des gens qui doivent aussi raconter leurs difficultés. Comment vous faites pour essayer d'embarquer les personnes à raconter ce qui ne fonctionne pas? C'est vrai qu'on a tendance avec les dirigeants à vouloir valoriser ce qui marche, à essayer de faire un peu une liste à la Prévert de toutes les belles actions qu'on a mises en place et qu'on veut valoriser. Comment on fait pour expliquer aux gens que la difficulté, c'est aussi quelque chose qui intéresse, puisqu'il y a des gens qui sont certainement dans ces mêmes situations et qui cherchent à s'en sortir? La première question de mon podcast, c'est est-ce que tu peux te présenter par ton plus gros échec? Et du coup, l'idée, c'est tout de suite de parler des difficultés, de ce qui ne va pas. Et pourquoi je pose cette question? C'est parce que, comme en général, je reçois des personnalités qui ont, ou des entrepreneurs qui ont fait des choses assez remarquables, on peut tout de suite se sentir intimidé. Alors que quand je pose cette question, dès le début, on se rend compte qu'en fait, ça n'a pas du tout été évident, que c'était ultra compliqué. Et à la fin de la question, on se demande même comment la personne a fait pour en arriver là où elle en est aujourd'hui. Et donc, je pense que c'est ça, c'est qu'il faut... réussir à parler de ses échecs. Et pour une entreprise, ça peut passer par plusieurs moyens. Il y a un concept qui s'appelle le build in public, donc construire en public. Désolé, c'est insupportable les gens qui font ça en plus. Donc il y a un concept, construire en public, et donc ça consiste à montrer l'avancée d'un projet en parlant de manière publique, tout simplement. Et donc ça permet de montrer les avancées, mais aussi les échecs, les doutes, les difficultés. Et ça permet aussi justement d'embarquer ses clients, ça permet d'embarquer ses partenaires beaucoup plus facilement, et tout en humanisant une fois de plus les projets qu'il y a derrière. Voilà, c'est le conseil que j'aurais. Merci. Effectivement, les dirigeants, ils ont une responsabilité. Vous avez une responsabilité d'embarquer dans votre mouvement. Je voudrais revenir sur la responsabilité des médias de manière plus générale. Tu le disais, Lorraine, vous avez signé une charte des médias et du traitement médiatique un peu plus responsable. Je ne sais pas si Le Monde l'avait signée, mais... On a fait notre propre charte parce qu'on ne fait jamais comme les autres. Mais quelle vision tu as de Nabil sur la responsabilité des médias pour s'embarquer, pour traiter du sujet du climat? Bon, évidemment, je ne vais pas dire que les médias n'ont pas de responsabilité, mais on est dans une situation qui est un petit peu difficile. Il faut la comprendre. Les journalistes, ils sont à peu près autant détestés que les responsables politiques. Donc en fait, les gens ne nous font pas énormément confiance. Ça, c'est quand même déjà un point de départ. Et par ailleurs, on est dans un secteur des médias qui a été écrabouillé ces 30 dernières années par la révolution numérique. C'est-à-dire que la plupart des modèles économiques des médias ont été détruits. Et donc aujourd'hui, ce qui explique d'ailleurs qu'un certain nombre de milliardaires rachètent à peu de frais des médias qui autrefois étaient florissants. Et donc on est dans une situation qui est difficile. Beaucoup de journalistes ont peu de temps pour travaillent dans des mauvaises conditions, et en plus les gens leur font pas trop confiance. Donc ça fait un cocktail dans lequel l'info qui sort est souvent pas terrible. Tout ça s'est ajouté ces dernières années et c'est renforcé en ce moment, tout le monde peut le voir, une polarisation encore plus grande dans le champ médiatique, avec des médias qui prennent des positions qui se durcissent, qui se dressent aussi les uns contre les autres et qui parfois tendent à dresser les gens les uns contre les autres. Donc dans ce contexte-là, le chemin il est assez étroit pour arriver à dire en même temps allez, venez, on va parler de ces questions-là sérieusement, on va leur donner une place importante et on ne va pas avoir peur du fait que ce soit compliqué. Voilà, donc évidemment c'est ce qu'on essaye de faire tous ici autour de cette table, mais il faut mesurer le fait que ça rend difficile du coup le fait d'atteindre un certain nombre de gens. Et donc c'est pour ça qu'il y a un enjeu à être présent sur les réseaux sociaux, à lancer des médias qui sont spécialisés, à ce que des médias plus traditionnels se saisissent de cette question, parce que tout ça c'est complémentaire, ça s'adresse à des publics qui peuvent être assez différents et ça peut marcher main dans la main.
Maintenant, la question, c'est qu'on ne se retrouve pas avec un champ dans lequel il y a des gens qui suivent peut-être les médias qui sont là et des gens qui en suivent d'autres absolument, où la question climatique n'existe pas, où est abordée avec des chiffres ou des informations qui sont totalement fausses et mensongères, et où du coup on se retrouve avec une opinion publique en France qui soit structurée comme celle qu'on a actuellement aux États-Unis, avec des gens qui sont démocrates qui pensent que le climat c'est très important et des gens qui sont républicains qui pensent que tout ça est une supercherie. Donc c'est peut-être la menace la plus importante qui pèse sur le débat public quand on parle de la question climatique, c'est cette question de la division, de la polarisation assez forte là-dessus. Merci. Et justement, avec cette charte sur laquelle vous avez travaillé avec l'AMEX, comment vous faites pour embarquer les médias? Comment vous avez réuni ces médias-là? C'était des médias très sensibilisés, ou est-ce que vous cherchez des nouveaux médias embarqués dans cette dynamique? Ça a été co-construit entre médias, donc ça n'a pas été si difficile au final d'embarquer les autres médias, parce qu'à la base, tout le monde était déjà embarqué. Et effectivement, je pense qu'il y a eu quand même une amélioration sur un certain nombre de sujets, par exemple la chaleur. La chaleur qui a beaucoup été traitée comme une chose agréable pendant très longtemps, avec des images d'enfants qui jouaient dans des fontaines, mangeaient des glaces, etc. Alors qu'on parle de journées de canicule, on parle de morts, on parle de journées à 50 degrés en 2050 à Paris, etc. Ça, maintenant, ça se fait plus trop quand même. En tout cas, dans les médias sérieux, on voit plus trop ce genre de choses. Après, effectivement, ce que dit Nabil est très juste, c'est-à-dire qu'on assiste quand même à une polarisation extrême. Nous, Climax, on est présent, par exemple, en kiosque. Il faut savoir que, par exemple, les relais, ça appartient à Bolloré. Donc, c'est-à-dire qu'ils maîtrisent quand même l'ensemble de la chaîne à la fois de production et de diffusion. Et donc, dans les relais, quand vous allez voir les étals, vous allez voir Furia, Frontières, JD News, etc., avec des unes quand même toutes plus catastrophiques les unes que les autres. Et c'est hyper difficile d'exister dans ce contexte médiatique actuel. Et en fait, le problème, c'est aussi que les discours climato-sceptiques sont de plus en plus montrés et banalisés à des heures de grande écoute sur des grandes chaînes. Quand je disais tout à l'heure l'interview de Marion Maréchal Le Pen, on lui demande si le réchauffement climatique, finalement, c'est pas une opinion. C'est quand même quelque chose qui, moi, m'inquiète beaucoup. Et puis, il y a parfois aussi des interviews de grands patrons, par exemple le patron d'Airbus qui va expliquer que oui, l'avion est vert et que l'avion vert est en route, etc. Et en face, on ne le contredit pas. Et donc, il y a pas mal de choses comme ça, quand même, qui sont relativement inquiétantes. Et donc, effectivement, il y a un peu, j'ai l'impression, deux marches qui vont dans des sens opposés. C'est-à-dire, d'un côté, des rédactions quand même sérieuses qui se forment, qui font un boulot monstre et exceptionnel. Par exemple, la grande série du Monde sur l'adaptation qui est sortie il y a 1 an ou 2, je ne sais plus. Ça, c'était vraiment, vraiment incroyable parce que ça mettait sur le devant de la scène des sujets qui ne sont pas forcément hyper visibilisés sur l'adaptation et sur comment, en fait, on se prépare à un monde à plus 4 degrés. Et puis de l'autre, on a Furia, Frontières et JD News. Donc, c'est pas évident, quoi. Effectivement. Et sur les réseaux sociaux, on trouve aussi de tout. Comment tu trouves ta place et comment, toi, tu assois ta crédibilité par rapport à d'autres comptes aujourd'hui? Comment tu assures que ta ligne éditoriale, aujourd'hui, c'est quelque chose de sérieux vis-à-vis de ton audience? En fait, ce qui est compliqué sur les réseaux sociaux, c'est que d'un côté, on doit produire beaucoup de contenu parce que c'est favorisé par les algos, et de l'autre, on doit s'assurer de la véracité des informations et poster du contenu de qualité. Du coup, la première chose que moi je fais, c'est simplement toujours préciser mes sources. Ça paraît basique, mais je pense que plus de 90% des créateurs de contenu ne précisent jamais leurs sources et se basent uniquement sur une source. Donc voilà, ça c'est la première chose à faire. Et ensuite, sur le reste, l'idée c'est de s'entourer de personnes qui sont plus compétentes que soi. Moi, je ne suis pas journaliste. Ce que je disais, c'est que de base, je viens de l'univers de la finance. Donc, aucun rapport avec les réseaux sociaux, aucun rapport avec le journalisme. Mais en s'entourant de personnes aussi compétentes, on arrive à faire de bonnes choses. Ça marche. Si je peux rebondir, le problème des plateformes aussi, c'est qu'elles ne sont pas neutres, elles sont éditorialisées. Et donc, il y a des contenus qui sont plus ou moins favorisés. Et on voit bien qu'il y a un certain nombre de médias qui ont investi beaucoup pour être présents sur X. Du jour au lendemain, X devient facho. Comment on fait? Instagram, c'est pareil, c'est en train quand même de vriller avec Mark Zuckerberg. Par exemple, au Canada, enfin au Québec, il y a eu un bras de fer entre les éditeurs de médias et les plateformes. Meta a quitté la table des négociations et a dit on va censurer votre contenu. Voilà, les gens ne verront plus votre contenu si vous ne payez pas. Et donc quand on est un média et qu'on a investi beaucoup d'argent, de temps pour construire une communauté sur Instagram, du jour au lendemain, on ne nous visibilise plus. Donc ça, c'est quand même des enjeux qui sont hyper importants aujourd'hui. Et il y a une vraie importance aussi à créer des communautés et des audiences que les médias maîtrisent et qui ne sont pas à la merci des plateformes, parce que c'est quand même des enjeux qui deviennent de plus en plus importants.
Merci beaucoup. On va devoir conclure, mais en tout cas, je vous remercie pour votre participation. C'était vraiment hyper intéressant. Je vous invite toutes et tous à vous abonner à Climax, à La Chaleur Humaine et à The Impact Story si vous voulez continuer de creuser tous ces sujets. C'est vraiment des super contenus que vous produisez, donc bravo pour votre travail et merci pour votre temps. Merci.